Bartherot, pour moi, il est ce qu'il fait. Et les gens sont ce qu'ils font, ou ne font pas. Voilà. Donc, Bartherot, c'est simplement un serviteur dévoué de la nature. Bon, bien, nous sommes aujourd'hui le dernier jour de l'été, comme le temps passe. Bonjour. Bonjour Aimé. Tu vas bien, Benoît? Oui. Ah, je ne savais pas que c'était le dernier jour de l'été. Eh oui, et regarde ce beau temps là. Oui, oui. Ce beau temps, on est à l'extrémité de ta digue. Oui. Et je crois savoir que c'est une extrémité provisoire. Mais on en reparlera. Hein. Oui. Et donc aujourd'hui, eh bien, pour faire suite à l'épisode précédent de tes aventures, nous aimerions bien, Bassin TV et moi, que tu nous parles un petit peu de tout l'environnement. Le Cap Ferré, il y a des propriétaires, il y a des élus, il y a des pouvoirs publics, bien sûr, avec le préfet. Et donc, tous ces gens-là, quand ils t'ont vu, à partir de 1985, mettre des cailloux pour faire une digue, on aimerait bien savoir comment ça s'est passé, en fait. Hein. Alors, si tu veux, on peut peut-être commencer par le positif. Tous les gens qui t'ont encouragé à travailler dans ce sens-là. Est-ce qu'il y en avait beaucoup? Il y en avait pas mal, en réalité. Il y en avait pas mal. C'est-à-dire, j'ai commencé, comme tu viens de le dire, en 85. Et à l'époque, comme j'installais la famille au Cap Ferré, il fallait s'assurer que le Cap Ferré soit encore là à échéance de 10, 20 ou 30 ans. C'était mieux. C'était mieux. Or, comme tu le sais, dans cette direction, entre 73 et 90, en gros, on a perdu 700 mètres. 700 mètres, c'est-à-dire que ça allait très très vite. On perdait facilement 25 mètres, 30 mètres par an, donc on reculait à toute vitesse. Et à la fin des années au début des années 80, on s'est bien perdre 100 mètres par an. Donc en réalité, l'érosion augmentait de manière exponentielle. Il fallait s'y attaquer ou partir d'ici. Alors, à l'époque, on a conçu ce qu'on allait faire avec un monsieur qui s'appelait Monsieur G. Monsieur G était celui qui, sur l'Alcyon, qui était un bateau avec un pont à tug, je crois qu'il appartenait au port autonome, c'est lui qui faisait la bathymétrie du bassin chaque année ou tous les 6 mois, de façon à modifier, au fur et à mesure que le chenal se modifiait, la position des bouées. Donc le balisage du chenal. Et à l'époque, c'est lui qui faisait la cartographie annuelle du bassin pour le compte du port autonome de Bordeaux. Et Monsieur G savait donc toute cette évolution puisqu'il faisait ça depuis 30 ans. Et quand j'étais jeune, je montais avec lui sur le bateau, le regardais faire. Et il faisait ça au fil à plomb. On ne faisait pas ça comme maintenant. Enfin, il avait bien sûr un décosondeur, mais il avait surtout le fil à plomb. Il mesurait les profondeurs à marée étale. Et donc, j'avais suivi ça depuis très longtemps. Et donc, Monsieur G, ensuite, allait s'occuper. Il allait prendre sa retraite, après 30 ans ou 35 ans sur le bassin à prendre les mesures de la bathymétrie. Et là, il allait prendre sa retraite. Et avec sa retraite, il allait aider à faire sa thèse une certaine Laurence Gassia, qui était à l'université de Bordeaux et qui voulait faire sa thèse sur la sédimentologie des passes, et en particulier de la Pointe. Donc, on a formé une équipe avec G, Laurence Gassia, moi et bien sûr Guyot, qui était le responsable à l'époque, le chef des services maritimes du bassin. Ah, mais il y avait donc, au départ de l'opération, de l'opération, il y a l'État, il y a le port autonome de Bordeaux, il y a l'université de Bordeaux par Laurence Gassia et moi. Donc c'est là que G nous dit qu'il faut mettre le cap. Depuis là, on commence évidemment au nord de mon ouvrage, les premiers camions, il faut mettre le cap sur le bas de la dune à l'endroit des campings là-bas. Bon, et donc cap au sud. En gros, cap au sud. Et évidemment, c'était pas vraiment possible parce que j'ai fait remarquer à G
avec Guyot que nos limites qui avaient été fixées par le décret du 18 janvier 1917, décret qui a été signé par Poincaré lui-même. On en avait parlé déjà. On en avait parlé. Nos limites étaient passées au large ici, mais là-bas, elles étaient près de nous. Donc, oui. Ça m'interdisait de faire un déflecteur. On voit la pigne très loin par là. Elle va nous embêter longtemps. Là. Le problème, c'est qu'elle va aboyer tout le temps. Ça ne te dérange pas? Non, c'est bon. Non, bon. Moi, ça me dérange, mais toi pas. Hein? Ça mène un petit, oui, voilà, truc de fantaisie, quoi. C'est agréable. Oui, je te disais que c'était difficile de suivre exactement ce que nous recommandaient M. G et Laurence Gassia, parce que si on les écoutait, il fallait quitter les limites de ma propriété. Ah oui. Et si on quittait les limites de la propriété, ça voulait dire des autorisations à en plus finir, etc. C'était trop compliqué. Donc, on a choisi d'aller plus loin, vers le sud, en infléchissant légèrement le courant vers le large, mais en attendant pour l'infléchir carrément d'être sur mon territoire, sur le territoire aliéné en 17. Parce que ce territoire aliéné, c'était du domaine maritime, c'est-à-dire on avait déclassé d'abord du domaine maritime, sans se soucier, il y a de l'eau, il n'y a pas d'eau, il y a du sable, on avait dit jusque-là, c'est aliéné. Voilà. Alors, donc, oui. Ce projet a été fait complètement la main dans la main avec eux. Mais est-ce qu'il y a eu des autorisations à demander là, au pouvoir public? Non, à ce alors on ne moment-là, demandait aucune autorisation, mais on faisait tout en collaboration étroite. C'est-à-dire qu'on avait des réunions régulières ici sur le site avec M. G, on observait les premiers effets et on les enregistrait. C'est-à-dire on avait mis des piges un peu partout et on avait mis aussi dans l'affaire Gentil, qui était la société qui faisait les travaux sous-marins pour le compte des Dessau. Qui est à l'Aiguillon, là, oui. Qui était à Arcachon, à l'Aiguillon. Oui. Et Gentil, M. Lim, etc., etc. Donc, on prenait au fur et à mesure les topographies et les bathymétries en aval et en amont de ce qu'on faisait, de façon à bien en connaître et en maîtriser les effets. Donc c'était fait de façon vraiment scientifique. Oui, complètement. Et très précis. Alors, on n'avait pas le matériel qu'on a aujourd'hui, tu vois, on n'avait pas les lasers, on n'avait pas tout ça. Et donc, si on regarde la manière dont on travaillait, on va se dire, oh là là, c'est la préhistoire, c'est les années 30 ou 40. Non, mais ça marchait quand même. On était quand même très précis. Simplement, ça coûtait plus cher qu'aujourd'hui. C'était plus compliqué à mettre en œuvre avec les moyens qu'on avait à l'époque. Mais c'était d'une très grande précision. Enfin, j'ai gardé toutes les études qu'avaient fait G et Laurence Gassia en 85 pour moi. Si je vous les montre et tous les relevés de Gentil, vous allez voir qu'on a autant de résultats qu'aujourd'hui avec les méthodes modernes. Oui, effectivement. Alors, au niveau de la commune de Lège-Cap-Ferré et du CIBA, est-ce qu'ils sont intervenus là? Non, le CIBA, le CIBA ne s'occupait que de l'égout à l'époque. Ah oui, il n'était pas responsable des plages, du littoral, tout ça. Aux pipelines qui ramassaient la merde depuis la pointe ici. Voilà, la première mission, du bassin, effectivement. Pour amener la merde de tout le bassin dans la première commune pauvre, à la limite des Landes. Puisque le but, c'était ça. C'était de ramasser la merde des riches pour la foutre dans la première commune pauvre. Mauvaise langue. Bon, mais justement, au niveau de la commune. Non, la commune à l'époque, c'était Robert Cazalet. Robert Cazalet, oui. C'était Robert Cazalet. Et Robert Cazalet, on se disputait beaucoup sur les problèmes de béton sur la presqu'île, puisque nous, on attaquait beaucoup les constructions béton, le collectif, etc. Parce que tu avais déjà une association, là. Non. Non. Non, on n'avait pas d'association. On faisait ça avec la Biquette, qui était notre organe de presse, et le docteur Bruno. Donc on était virulents.
Voilà, On oui. attaquait beaucoup, c'était le non au béton, c'était nous. Donc, D'accord. le non à la Casalet, on disait, parce que Casalet, c'était Casalet, mais on avait mis LAID, non à la Casalet, non au béton. On peignait ça partout. On était très, très opposés au bétonnage de la presqu'île et on voulait lui garder son état sauvage. Mais ça, on militait comme ça depuis que j'avais pas 20 ans. C'était pas une nouveauté. Parce qu'à cette époque-là, effectivement, le Cap Ferré était déjà en train de devenir à la mode. Moins que maintenant, mais il était déjà en pleine expansion. Il y avait déjà beaucoup de demandes. Avec des intérêts financiers importants, quoi. Oui, il y des terrains qui commençaient à valoir puis, très très cher. Mais Casalet avait, en dehors du fait qu'on se battait farouchement tous les deux, puisqu'on s'opposait sur ces histoires de bétonnage. Donc, je l'avais fait inculper pour ingérence. Ah oui. Et j'avais plaidé, je lui avais fait annuler son élection séance tenante. Faut dire qu'à l'époque, ça se passait comme au Far West. Ils étaient arrivés avec des fusils chez moi, en arrachant des arbres, des plantes, etc., pour fêter l'élection. Ah, je ne savais pas donc, ça avait été très chaud, c'était le Far West. Mais Casalet considérait que le problème de la digue était sacré, c'est-à-dire il le mettait en dehors de nos luttes. Il faut savoir qu'il était au départ entrepreneur de travaux publics. Bien sûr. Donc lui, il savait ce qu'était la digue, il savait à quoi elle servait, et il savait bien que ça, on ne pouvait pas aller contre. Donc on avait mis de côté nos luttes dans le problème de la digue. Donc il n'a jamais attaqué, au contraire. Si on lui posait la question à l'époque, si des journalistes lui posaient la question, mais vous êtes au plus mal avec M. Barterotte, que dites-vous de sa digue? Non, non, sa digue, c'est très bien, il disait. donc les problèmes n'ont commencé avec les pouvoirs publics qu'avec l'arrivée de Sambarcelli. Il n'y avait jamais eu un problème avant. D'ailleurs, j'en tiens pour preuve que j'étais déjà très attaqué par certaines personnes qui contestaient que je ferme la plage. Donc déjà les luttes sur le sujet avaient commencé. C'est-à-dire je faisais mes travaux et il y avait évidemment des pignottes et des barbelés sur la plage pour éviter que les gens aillent à l'endroit dangereux. Et surtout qui étaient chez moi, donc j'avais la responsabilité. Et quand... alors il faisait des pétitions au mois d'août. Il se mettait derrière la fermeture de la plage et il faisait signer les gens. Donc il y avait des meneurs qui faisaient signer, qui faisaient des pétitions, et ils envoyaient ces pétitions au préfet, ils envoyaient ces pétitions aux gendarmes, aux services maritimes, etc. Et j'ai les réponses que faisait le responsable des services maritimes à l'époque. Par exemple, j'ai les responsables les réponses que faisait Védrine quand il a succédé à Guyot. Oui. Donc on est en 94, donc la digue est déjà commencée depuis 9 ans, et on est en train de la prolonger. Et là, Védrine répond aux pétitionnaires. En plus, celle qui menait la pétition était une dame qui habitait avenue Est. Il lui répond: Madame, déjà, vous habitez avenue Est. Si M. Barterotte n'était pas là et ne faisait pas sa digue, vous ne seriez plus là. Bon. Ensuite, il salue le travail que je fais. Il dit que je fais œuvre utile pour la collectivité. C'est-à-dire qu'on voit qu'il n'y avait pas d'ombre entre les pouvoirs publics et moi. On était comme les doigts et la main jusqu'à l'arrivée de Sambarcelli. C'est avec l'arrivée de l'élection de Sambarcelli que ça va mal se passer, pour la bonne raison que Sambarcelli, lui, il était un ancien adjoint de Casalet qui s'était fâché avec lui, et en réalité, il fallait avoir la plus grande méfiance, parce qu'il avait trahi Casalet et avec lui. Et en réalité, Sambarcelli était financé par des promoteurs et des entreprises de travaux publics qui appartenaient toutes à l'abord des Cassous, qui étaient des grands entrepreneurs, et ils avaient racheté l'affaire de travaux publics Lacombe de Madame Sambarcelli, de Françoise Sambarcelli. Et c'est pas ça que passaient les intérêts liés. Voilà. Ils avaient des intérêts liés. Il y avait d'énormes intérêts. Oui, ils se sont fait lire en 95, attendez, ça devait être en février ou mars 95, dans mon souvenir. Oui, ils se sont fait élire avec l'intention bien ferme de développer l'urbanisation du Cap Ferré le mieux possible et le plus possible. Et à ce moment-là, ils ont appris que le 2 février 95, un mois avant l'élection, ou un mois et demi avant l'élection, on avait voté la loi Barnier.
Voilà. Et alors, cette loi Barnier, interdisait... Elle disait que toute portion du territoire national qui devait disparaître, selon les experts, à échéance de 100 ans, devait être rigoureusement inconstructible. Oui. Alors, à la vitesse où 100 mois, la presqu'île disparaissait, il est évident qu'ils avaient mis le curseur à la jetée de Bélisaire. Alors, 7 km constructibles ou pas, l'enjeu était quand même important. Et alors, quand le préfet Landouzy a prévenu le maire qu'il fallait exclure toute extension de l'urbanisation jusqu'à la jetée de Bélisaire, il n'était pas très content. Et en réalité, nous, on était ravis du vote de la loi Barnier. Pour nous, ça avait un effet d'aubaine, puisque nous étions les protecteurs et nous ne voulions pas que la presqu'île soit bétonnée. Donc pour nous, c'était formidable. Alors avant ça, les zones à risque étaient régies par l'article R111.3 du Code de l'urbanisme. C'est pas des trucs très amusants. Les codes, généralement... Qui disaient que tout ce qui devait disparaître à 20 ans devait être rigoureusement inconstructible. Et la loi Barnier, c'est de passer ce seuil de 20 à 100 ans. Voilà. Alors évidemment, déjà que tous les gens rouspétaient dans les 44 hectares qu'on les ait mis en zone non édificandie, vous imaginez qu'on a passé ça à 100 ans. Attendez, alors là, les gens ne sont pas à leur place. Hop, hop. Vous avez des panneaux partout. Pardon ? Vous avez des panneaux ? Lisez bien les panneaux, vous avez les explications. Alors c'est le moment d'y aller. Mais je ne suis pas le préfet, c'est pas moi qui mets les panneaux. Hein. Moi je suis seulement le propriétaire ici. Alors, revenons à nos moutons. Donc il a bien fallu l'appliquer, cette loi Barnier. Alors qu'est-ce qui s'est passé à ce moment? Il a dû y avoir une levée de bouclier là. Non, il y avait une levée de bouclier quand en 1992, l'État a prétendu faire appliquer l'article R111.3 déjà, qui disait que tout ce qui devait disparaître à 20 ans devait être inconstructible, rigoureusement inconstructible. Donc déjà, il y avait eu la création d'une association. Cette association, contre l'application de l'article R111.3, elle a regroupé beaucoup de monde des 44 et de la Pointe, qui étaient les premiers touchés, et puisqu'il y avait déjà une portion du Cap Ferré qui devait disparaître à 20 ans. Donc cette portion, elle avait été calculée par l'État, et ils avaient dit, bah, mais jusque-là, c'est inconstructible. Les gens qui étaient à l'intérieur de ce périmètre, ils étaient furieux. Ils avaient créé une association et ils avaient mis à la tête de l'association un professeur de droit un peu fantasque, très sympathique, qui était Hervé Couteau-Bégari. Et ce professeur de droit était aussi juge au tribunal administratif. Donc ils avaient trouvé quelqu'un qui était tout à fait qualifié pour aller se bagarrer contre l'article R111.3. Et patatras, malheureusement, Barnier arrive au ministère de l'Environnement en 95, et là, ou en 94, fin 94, et en 95, le 2 février, il fait voter une loi qui vient supprimer et multiplier les précautions de l'article R111.3 et qui s'appelle la loi Barnier, qui va porter son nom. Et cette loi, elle veut la création de PPRL, c'est-à-dire de zones qui vont définir ce qui doit disparaître, non pas à 20 ans, mais à 100 ans. Et ce qui doit disparaître à 20 et 100 ans doit être rigoureusement inconstructible. Et cette loi, elle va se voter un mois avant l'élection de ceux qui sont pour le bétonnage de la presqu'île. Aïe, 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 alors catastrophe. Et ils vont recevoir une lettre du préfet qui leur dit qu'il faut exclure toute extension de l'urbanisation jusqu'à la jetée de Bélisaire, puisque les experts ont dit à la vitesse où ça part, sans les digues, sans les défenses, on sera à la jetée de Bélisaire à 100 ans. Oh, catastrophe. Et à ce moment-là, il y a eu une réunion du conseil municipal historique où Sambarcelli et Couteau-Bégari, le président de l'association, qu'il avait nommé deuxième adjoint, pas premier adjoint, mais deuxième adjoint, mais qui en réalité était le vrai patron,
de la première municipalité, Sambarceli. Et là, il dit, bon, ben, on va faire deux choses. On va faire l'épreuve de force avec l'État, puisqu'on n'est pas d'accord avec cette loi, considérer que c'était une loi scélérate. Nous, on a été élus pour bétonner, je ne vois pas pourquoi l'État nous interdirait de faire ce pourquoi on a été élus. Donc, ils disent donc, on va essayer de voir avec les experts s'ils ne peuvent pas dire le contraire de ce qu'ils ont écrit. Et puis, on va voir si on donne des permis par défaut aux pétitionnaires, aux promoteurs qui nous demandent des permis, ben, on ne leur répond pas dans les délais, et un permis par défaut a autant de valeur qu'un permis express. Donc, on va tenter le drop, on va faire ça, et puis on va voir si l'État réagit au niveau du contrôle de légalité. Et tout ça est écrit dans le compte-rendu du conseil municipal, ce qui est incroyable. Ils écrivent dans le conseil municipal comment ils vont contourner la loi. Et à ce moment-là, d'ailleurs, on est en 96 Monsieur de Gonneville fait déjà partie du conseil municipal, il est dedans, mais il est plutôt dans l'opposition. Mais il ne va pas réagir contre ça. C'est-à-dire, tout le monde est d'accord avec Sambarceli, même l'opposition, ça ne heurte pas qu'on dise on va tricher, on va s'opposer à l'application de la loi Barnier par tous les moyens. Ça, c'est assez incroyable. Donc, le compte-rendu de ce conseil municipal mériterait d'être publié. Et c'est là que va commencer la bagarre avec Sambarceli. Pourquoi? Parce que nous, on est pour l'application de la loi Barnier, et lui, il est contre. Mais la loi Barnier, c'est l'État. Mais il va convaincre l'État, veiller à ce que la loi soit appliquée, c'est le rôle de l'État et des préfets. Bien sûr. Mais il va réussir à convaincre des préfets successifs, et en premier, Monsieur Frémont, il va les convaincre de ce que cette loi est anti-économique, et que dans un pays où il y a du chômage, on ne doit pas empêcher le développement du Cap Ferré à grande vitesse. Et donc, évidemment, la bagarre entre les court-termistes qui veulent faire de l'argent de suite en développant à tout va le Cap Ferré, et nous, les long-termistes, qui veulent protéger le bassin pour qu'il soit encore là pour nos enfants et petits-enfants, et non pas entièrement bétonné. Et c'est comme ça que la bagarre a commencé. Voilà, donc qui est de notoriété publique. La bagarre, elle est entre ceux qui sont pour l'application de la loi Barnier, pour la protection, et ceux qui sont pour le développement. Alors on vous a fait croire que c'était des questions caractérielles, que Benoît Barterotte était un type qui n'aimait pas M. Sambarceli, etc. Non, c'est pas vrai. Ça, c'est pour il faut le voir avec plus de hauteur. Oui, non, c'est la bagarre entre les développeurs et les protecteurs, c'est uniquement ça, et elle a commencé à l'occasion du vote de la loi Barnier et de l'élection de Sambarceli qui s'opposait à son application. Alors, il a réussi à convaincre Frémont, si bien que des fausses études ont commencé à circuler. Voilà, je voulais t'en parler justement. Sambarceli avait commandé une étude à la Saugréa et au port autonome, dont il allait devenir ensuite président. Il avait commandé une étude pour savoir quid de l'érosion au Cap Ferré. Et là, cette étude, le rapport PAB Saugréa de janvier 1997, quand il lui a été remis, Sambarceli savait qu'on voulait faire appliquer la loi Barnier. Donc il était fou. Il a fait inverser les conclusions de cette étude. C'est-à-dire, elle disait que sans notre digue, il n'y avait plus le Cap Ferré, et lui, il a transformé ça. Et en réalité, notre digue était elle était devenue totalement inopérante. Mais l'érosion, par contre, allait s'arrêter toute seule et on allait pouvoir construire jusqu'à la jetée de Bélisère tranquillement, parce que le Mimbo allait nous protéger. Le Mimbo, un banc de sable, allait empêcher les 400 millions de mètres cubes du Tesson 2 fois par jour de traverser la pointe. Voilà. Donc ils ont fait leur salade. Et ce rapport de la Saugréa, il a fallu trouver le bon, la bonne version. Non, mais la bonne version en réalité, Sambarceli avait exigé qu'elle ne circule pas quand elle a été remise. Absolument. Il avait exigé ça, notamment des ingénieurs du service maritime de l'État qui étaient présents. Et dès l'après-midi, les gens du service maritime m'ont appelé, puisque nous, jusque-là, on avait eu des très bonnes relations. Donc ils m'ont appelé, ils m'ont dit, il s'est passé quelque chose d'anormal ce matin. Monsieur Sambarceli a interdit
que l'étude sur vos ouvrages, sur les ouvrages de la Pointe, et en particulier sur le vôtre, circule, et nous avons trouvé ça tout à fait anormal, qui nous interdisent à nous, fonctionnaires de l'État, d'en faire des copies ou de laisser circuler ce rapport. Donc évidemment, vous en aurez un exemplaire, nous ne sommes pas riches, mais vous en aurez un exemplaire en noir et blanc, une copie à votre disposition cet après-midi au service maritime, à Arcachon, à boulevard Chanzy ou je ne sais plus quoi. Oui. Moi j'étais là par hasard ce jour-là, parce qu'à l'époque je n'étais pas toujours là. Et je leur dis, mais je vais y aller, mais à qui ai-je l'honneur ? Et la personne me répond, écoutez, je n'ai pas à vous dire mon nom, je suis simplement un fonctionnaire qui fonctionne. J'avais trouvé ça excellent. Et alors, elle est très bonne. J'ai fait le tour du bassin et effectivement, j'ai eu le rapport. L'après-midi même, ou le soir même, je tombe sur Bèze, qui était l'expert comptable, le frère de celui des Girondins, et avec lequel j'échange un bonjour, parce qu'on était mitoyens par-dessus nos clôtures, et je lui dis que j'avais un rapport sur l'efficacité de nos ouvrages. Et alors ça l'intéressait évidemment, et je lui dis que je viens de le prendre à boulevard Chanzy et j'en ai qu'un exemplaire. Il me dit, mais moi, comme j'ai un bureau comptable annexe au Cap Ferré, j'ai des photocopieuses qui marchent bien, on va tout de suite en faire plusieurs exemplaires. Et donc le rapport qui était caché, il y en a eu plusieurs exemplaires dès le lendemain. Et alors en plus, parallèlement à ça, quand le rapport a été remis, l'adjoint qui avait la délégation, ou le conseiller municipal qui avait la délégation à la mer, était présent en mairie de Lège. Donc c'était en janvier 1997. Il s'agit d'Alain Argelas, qui était le président du syndicat arcachonnais des marins et armateurs professionnels, absolument. le fameux Alain. Absolument. Et alors, évidemment, lui aussi avait été surpris que Sambarcelli interdise qu'on photocopie ce rapport. Il est allé voir Madame Blanc, ou je ne sais plus comment elle s'appelait, la secrétaire de M. Sambarcelli, qu'il connaissait, après la séance, quand la séance a été levée. Il est allé la voir et il lui a dit, est-ce que je peux en avoir une copie? Et il a pris un des exemplaires qu'avait fait ramasser Sambarcelli par la secrétaire. Et donc en réalité, je ne connaissais pas Alain Argelas à l'époque, je le connaissais de nom, mais je ne le connaissais pas plus que ça, et il en avait parallèlement un exemplaire de son côté, ce qui est fantastique. Et ce qui fait que le jour où ils ont sorti de leur chapeau un faux rapport, ben on était plusieurs à voir le vrai rapport. Oui, absolument. Alors, et ils avaient tout simplement, ils n'avaient pas fait un nouveau rapport, ils ne s'étaient pas fait fatiguer, ils avaient juste inversé les conclusions. Puisqu'on a, et le PPRL qui est en vigueur actuellement, a été fait à partir de la référence au faux rapport. Alors ça, c'est quand même énorme. La constructibilité de la Pointe à le jeté de militaire a été imposée par l'État à partir d'un faux rapport qui n'était plus daté de janvier 1997, mais Saugréa, décembre 1997, et qui disait l'inverse de celui de janvier. C'est-à-dire nos ouvrages étaient devenus totalement inopérants. Et en revanche, on verra que le Bimbo était destiné à nous protéger tous du recul. C'est quand même une fragile langue de sable, quoi, le Bimbo. Oui. Donc évidemment que ça ne fonctionnait pas. Donc, si vous voulez, c'est à ce moment-là, dès octobre 2001, on a déposé plainte auprès du procureur pour faux en écriture publique par dépositaire de l'autorité publique. Et la CEPANSO, l'association du Pilat, le syndicat des marins, le syndicat des ostréiculteurs et beaucoup d'autres de la vie associative, ceux qui représentaient les constructions nautiques ou la vente des bateaux, ou les plaisanciers, tout le monde a signé derrière nous pour appuyer cette plainte et la soutenir, puisqu'on avait monté une coordination bassin. Voilà, donc... ça n'a pas contribué à améliorer les relations avec la commune de Lège-Cap-Ferré. Ça n'a pas amélioré les relations, et à ce moment-là, pour eux, il fallait essayer de circonvenir cette coordination bassin qui devenait très dangereuse pour les développeurs. Voilà. Voilà. Alors, à
après. Et maintenant, en 2021, quel est l'état de la réglementation concernant les constructions au Cap Ferret, à la Pointe? Est-ce que la vapeur a été inversée ou non, bien... Suite à notre plainte, il ne s'est d'abord pas passé grand-chose. Le procureur mettant ça sous le tapis. Bon. Ou en dernière... oui, il avait plus urgent, disons. Oui, il avait beaucoup plus urgent que cette chose qui n'avait pas d'enjeu, parce que constructible ou pas de la Pointe jusqu'à la jetée de Bélisaire, tout le monde sait qu'il n'y a aucun enjeu. L'enjeu est en milliards d'euros, tout simplement, et tout le monde est capable de faire la règle de 3. Mais il pensait que ce n'était pas important, il avait mis en dessous de la pile. Alors, il s'agissait à l'époque d'un procureur qui s'appelait M. Bénèche, vous voyez, je me souviens de son nom. Et nos plaintes, il a pensé qu'elles étaient sans intérêt. Voilà. Tu vas continuer à te faire des amis, oui, j'ai l'impression. À me faire des amis. Et puis, comme par hasard, comme j'avais déposé plainte, on m'est tombé dessus. Alors moi, par contre, j'avais reconstruit ma maison tombée à la mer sans permis. Et alors que j'avais rajouté, en la reconstruisant, après avoir fait 10 ans de digue, dont on venait d'établir qu'elle avait sauvé le Cap Ferret, ma digue. Hein? Donc là, c'était un peu le tendon d'Achille, là. Oui. Donc c'était le tendon d'Achille. Non, puisque j'avais reconstruit cette maison au su et au vu de tous, puisqu'on avait des réunions avec le préfet ici, avec bien sûr. Le député maire, etc. Mais à l'époque... Et ça n'avait pas été formalisé par un permis de construire? Non, mais je vais expliquer ça. À l'époque, jamais un permis de construire, alors qu'elle est entièrement construite, n'avait été accordé sur la façade des 44 hectares, ni demandé. Donc pour ceux qui ignorent ça, on peut faire croire Barthelot a construit sans permis. Non. La règle était de ne pas donner de permis sur la façade des 44 hectares. C'est-à-dire que c'est la particularité des 44 hectares qui veut ça. À partir du moment où l'État avait confié la défense de la zone des 44 hectares à un adjudicataire qui représentait les 44 hectares, il lui avait imposé par un cahier des charges de faire la défense du trait de côte. Donc à partir du moment où l'État avait abandonné la défense pour la confier à un adjudicataire, il n'allait pas donner en arrière de ces défenses dont il n'avait pas la responsabilité, des permis sur lesquels il aurait la responsabilité. Alors, donc l'État ne délivrait aucun permis sur la façade des 44 hectares. Mais tout se passait quand même assez bien. C'est-à-dire, si un propriétaire débordait un petit peu, le voisin se plaignait. Le voisin l'envoyait au tribunal en disant tu as construit sans permis. Et à ce moment-là, le tribunal de Bordeaux était assez arrangeant, donnait 1000, 2000 ou 3000 francs d'amende, et les choses rentraient petit à petit dans l'ordre, comme ça. C'était comme autrefois, au XVIIIe siècle, il n'y avait pas de permis, et on arrivait à faire des alignements de rue, on arrivait à faire quand même quelque chose. Les gens parlaient entre eux, et puis il y avait une autorité quand même au-dessus, sans faire de procédure, on arrivait à s'entendre, la plupart du temps, sans faire de procédure. La multiplication des procédures, elle est beaucoup due à la démission de l'État et de ses responsabilités. Alors c'est complexe quand même cette affaire-là. Oui. Et je conseille aux téléspectateurs qui vont regarder la vidéo de rembobiner un peu puis de le repasser pour réécouter tes propos, et là vous allez mieux comprendre la seconde fois. Oui, voilà. Et en réalité, je suis le premier auquel on demande un permis sur les 44 hectares. Voilà. Mais simplement à cause de cette application de la loi Barnier. C'est pas pour d'autres raisons. Les vraies raisons ne sont pas ailleurs. Parce qu'en fait, c'est ce qu'on te reproche. Et d'ailleurs, à ce moment-là, on va pousser des hauts cris. Il a construit sans permis, bien sûr, sans préciser que toute la façade des 44 hectares a été construite sans permis. Sûr, et que je suis le premier auquel on a réclamé, celui qui, comme par hasard, à celui qui vient de faire la digue qui protège les 44. Et comme par hasard, il a celui dont on sait qu'il a reconstruit ça, puisqu'il y avait des réunions et que ça se passait aussi au vu du maire qui venait aux réunions sur place, sur le site. Donc évidemment que c'était extrêmement malhonnête de le contester. Alors, et donc ils ont commencé les procédures contre moi, en faisant d'ailleurs des efforts en écriture, parce qu'il fallait donner une mesure importante à ça. Si on disait simplement à Barthelot, quand il a reconstruit la maison Balguerie, quand elle est tombée à la mer, après 10 ans de digue, a rajouté 40 mètres carrés,
la procédure n'avait pas l'air normale. Donc il a fallu quelqu'un pour écrire que j'avais faire un PV en disant que j'avais reconstruit 600 mètres carrés de plus. Et évidemment, là, celui qui a fait le faux, c'était un gendarme qui venait en renfort pour l'été, qu'on avait sélectionné et qui a écrit que j'avais rajouté 600 mètres carrés sur un procès verbal. Annoncé, annoncé. C'est-à-dire quand même, il n'est pas très sûr de lui parce qu'il n'a pas mesuré, et sinon il aurait fait la différence entre 36 mètres carrés peut-être et 600. Mais quand on l'a questionné avec celui qui est devenu son commandant, parce que lui, pour ses bons et loyaux services, il a été ensuite fait major, et il a eu la responsabilité de la gendarmerie du Cap-Ferré. Le commandant Frassier, le n'est pas commandant, le major Frassier, et qui est au départ l'adjudant Frassier. Mais il va monter en grade à cause de ses bons et loyaux services, comme ce faux, en écriture. Alors évidemment, ce n'est pas moi qui ai découvert le faux, c'est le commandant Vidalot, qui était le commandant de la gendarmerie de tout le bassin. Et lui, en examinant le dossier que je lui avais ouvert, me dit « Mais vous avez vu qu'il a signé là, que vous aviez construit 600 mètres carrés alors qu'il y en avait pas le sixième, c'est Frassier. Et on va le convoquer. » Et il le convoque aussitôt, il l'appelle, il le convoque chez moi. À l'époque, pour ses bons et loyaux services, il est devenu commandant de la brigade de Petit Piquet. Et il arrive là, chez moi, et là, Vidalot lui met le doigt sur le faux. « C'est vous, Frassier, qui avez fait ça ?» « Oui, mais il dit, alors il était très gêné, il dit « Oui, mais j'ai fait ça sur instruction du parquet. » Ah. D'accord. Donc vous voyez, il y a beaucoup d'affaires dans l'affaire. Oui, voilà. C'est compliqué. L'enjeu de la constructibilité autour du bassin est un enjeu phénoménal. C'est une mangeoire. Et donc, nous qui nous opposons aux constructions, on est des ennemis jurés de tous ceux qui veulent faire du fric ici. Donc, ils ne savent pas comment nous abattre. Donc, ils sont capables d'aller circonvenir un gendarme, d'aller circonvenir les experts de la Sogrera, d'aller, vous voyez, ils y occupent du temps. Ah là là, oui, effectivement. Ben oui, quand on parle de milliards, forcément, ça excite les convoitises. Mais alors, il ne faut pas se faire prendre. Ils se sont fait prendre. Ils se sont fait prendre parce que quand ils ont fait prétendu avoir une étude de décembre 97 qui disait le contraire de celle de janvier, on avait celle de janvier. Et oui, là, bien sûr, vous leur avez mis le nez dans la constitution d'une... on s'est constitué partie civile, comme on voyait que le parquet ne bougeait pas. On a fait nommer un juge d'instruction. Et là, le juge d'instruction, il voyait bien qu'il y avait une étude et l'autre qui disait le contraire. Donc il fallait tirer ça au clair parce que l'enjeu était quand même assez considérable. Alors là, en partie civile avec nous, on avait l'association du Pilat, qui est une association puissante de la DPPM. Oui, bien sûr. Oui. Et dont Storelli était le président. Il ne l'est plus, il a été mis en minorité sur les affaires d'Arguin. Oui. Il est maintenant président de la CEBA, Coordination Environnement du Bassin et puis d'Arcachon. Je crois bien de l'Association pour la sauvegarde du site d'Arcachon, tout derrière. Voilà. Donc c'est lui et nous, c'est lui en tant qu'avocat et président de la DPPM, et nous en tant que spoliés, je dirais, que nous sommes constitués partie civile ensemble dans ce dossier, et on a fini par confondre ceux qui avaient fait les faux. Alors, quand on les a vraiment mis en difficulté, on a mis énormément de temps. Mais chaque fois que l'État voulait fermer le dossier, on mettait le pied dans la porte, on allait devant la chambre de l'instruction, et qui le maintenait ouvert. Et puis finalement, on a dit qu'on allait mettre en cause la responsabilité des préfets successifs qui avaient été dans le même sens que le pauvre préfet Frémont qui s'était laissé convaincre par San Marcelli. Là, on nous a mis un nouvel interlocuteur qui était le préfet Didier Lallemand. Oui, qu'on connaît bien. Le problème s'est vite réglé. C'est quelqu'un d'énergique. On est tombé sur quelqu'un qui entendait faire appliquer la loi. Et donc, il a donc décidé de refaire le PPRL qui avait été fait sur la base de faux et de le réviser. Mais sans l'annuler, parce que s'il l'annulait, pendant ce temps, tout le monde allait se remettre à construire, vu la pression qu'il y avait. Donc, ça a été une révision du PPRL qui a été engagée.
Alors au début, il n'avait pas pris la précaution de faire attention à s'il y avait des centaines d'études contradictoires qui avaient été menées à dessein ou commandées à dessein en pagaille, vraiment des dizaines d'études sur l'érosion de la pointe, histoire de noyer la véritable. Une fois qu'on savait qu'il y avait une véritable et que le faux avait été découvert. Donc on a fait une dizaine de pseudo-études, une vingtaine, puis une trentaine, etc., qui ont été confiées à différentes personnes pas très scrupuleuses, qui ont pris l'argent pour raconter un peu n'importe quoi. Et on en a fait faire la liste, d'ailleurs, qui est édifiante. Qui a reçu tout cet argent pour écrire un peu n'importe quoi sur la pointe. Vous savez que toutes ces études, elles ont coûté plus cher que ma digue. Hein. Bassin TV, la télé du bassin d'Arcachon. Découvrez nos émissions, nos reportages et une sélection de l'actualité locale. Bassin TV vous accompagne partout. Téléchargez notre application mobile sur Google Play ou sur iOS.